Alain Guimol, vous êtes journaliste, vous travaillez pour le quotidien La Croix et vous êtes auteur du livre « Ukraine, le réveil d'une nation ». Alors on découvre notamment à la lecture de votre ouvrage que loin de briser la nation ukrainienne, le séparatisme pro-russe a au contraire renforcé le sentiment national. Pouvez-vous nous expliquer ? Oui, c'est-à-dire que quand l'Ukraine est devenue indépendante en 1991, il y a eu pendant une longue période un temps d'indétermination où les Ukrainiens en fait ne savaient pas bien s'ils devaient se situer dans l'ensemble européen ou bien rester dans un ensemble russo-eurasiatique, disons. Et en plus, une frontière interne passait au sein de l'Ukraine entre les Ukrainiens de l'Ouest qui, eux, regardaient beaucoup du côté de l'Europe et ceux qui regardaient beaucoup du côté de l'Est et du côté de la Russie parce qu'ils avaient des liens traditionnels et naturels avec cette Russie. Et puis, tout ça nous a conduit pendant longtemps à dire bon, en fait, il y a deux Ukraines. Et pendant 20 ans, on est resté sur cette image. Or, ce qui s'est passé l'an dernier sur la place de l'Indépendance à Kiev, les grandes manifestations qui ont réuni les Ukrainiens et ont démontré qu'à ce moment-là, ils se rejoignaient sur un projet commun. Et on l'a vu tout de suite après cette révolution qui a fait tomber le président Yanukovych. On a vu que dans les urnes, lors des premières élections qui se sont déroulées juste après, pour la première fois, on a eu une majorité très très forte en faveur de l'Europe. Et ça s'explique peut-être pour deux raisons. D'abord par le fait qu'entre-temps, durant tous ces 20 ans, l'Europe s'est rapprochée de l'Ukraine puisque l'élargissement a fait que l'Ukraine est devenue un pays frontalier de l'Europe et donc de cette Europe, l'Ukraine se sent plus familière et plus proche de cette Europe qui maintenant commence à la frontière polonaise. Et puis d'autre part, depuis 20 ans, il y a une génération qui a grandi après l'Union soviétique, qui n'a pas connu l'Union soviétique, et qui donc a des sentiments naturels et naturellement pro-européens parce qu'elle a pu voyager et elle a pu grandir dans une Ukraine qui n'était pas dans un système soviétique. Alors vous parliez de l'Europe, alors justement votre texte a le mérite de remettre en perspective comment tout cela a démarré, la révolution sur le Maïdan, puis ensuite la chute et le départ de Viktor Yanukovych. Votre récit revient sur la tentative de médiation des Européens pendant les derniers jours de l'ancien président. Le Quai d'Orsay, à ce moment-là, semble complètement en décalage avec le cours des événements. Est-ce que la France et l'Union européenne en général ont commis des erreurs sur le dossier ukrainien ? Oui, je crois qu'un des problèmes qu'on a, c'est qu'en France, on a peu de tradition, de compréhension de ce qu'est l'Ukraine, qui a toujours été pour nous une sorte d'objet politique non identifié, mal compris. Et donc c'est vrai que ça a favorisé un certain retard à la réaction du fait qu'on n'a pas compris exactement qu'est-ce qui se jouait sur place et qu'est-ce qui se passait sur place. Et à ça s'ajoute aussi le fait que nous, dans notre approche de l'Ukraine, nous sommes dans le temps de la démocratie, qui est un temps souvent de l'immédiateté. Et la Russie, elle, dans son approche de l'Ukraine, est dans le temps d'un régime autoritaire qui a la durée pour lui et qui donc manifeste souvent la possibilité d'avoir une stratégie à long terme. C'est ce qu'on observe chez Vladimir Poutine. Lui, il sait très bien où il va. Et donc il agit, il mène la partie et les Européens malheureusement se sont trouvés souvent en situation uniquement de réagir et non pas de formuler une stratégie, d'avoir un objectif à long terme qu'ils mettent en œuvre dans cette région. Et c'est encore le cas aujourd'hui, vous croyez ? Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, oui, même si on voit que les Européens se sont mobilisés pour essayer d'arriver à un cessez-le-feu, ce qui a donné la négociation à Minsk et l'accord de Minsk. Mais cet accord semble encore très fragile, même si sa logique en soi est plutôt assez bonne, c'est-à-dire, on peut le résumer en un mot. De quoi il s'agit à Minsk ? Il s'agit d'échanger une large autonomie concédée aux territoires séparatistes, là où l'insurrection de l'Est de l'Ukraine a commencé. Il s'agit de leur donner une large autonomie
en échange de quoi ils acceptent de cesser le feu, de faire taire les armes. Or, sur le papier, on peut se dire que cette solution dessine un chemin qui peut conduire vers une paix fragile, mais une paix possible. Mais malgré ça, ça peut marcher seulement si les deux belligérants jouent le jeu. Or, ce qu'on a observé depuis, c'est que l'un des belligérants, tout au moins, les séparatistes, n'a pas vraiment joué le jeu, puisque sitôt signé l'accord de Minsk, ils ont immédiatement essayé de prendre une ville enclavée dans la zone qu'ils contrôlaient, et qui était toujours aux mains des Ukrainiens, la ville de Debaltseve. Et donc ça a donné des bombardements, et donc une reprise des hostilités qui ont mis à mal le cessez-le-feu. Donc partant de là, l'accord de cessez-le-feu est aujourd'hui en grand danger. Si les armes ne se taisent pas très très vite, l'accord de Minsk risque d'être mis totalement par terre. À votre avis, quel est l'objectif de Vladimir Poutine dans cette guerre? Est-ce qu'il s'agit tout simplement de déstabiliser l'Ukraine, comme on le dit souvent, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ça? Est-ce qu'il y a un objectif plus de long terme? Vous dites que Vladimir Poutine a une vision de long terme. Qu'est-ce qu'il cherche à faire au fond? Oui, ce qu'on voit, c'est que Vladimir Poutine mène une guerre à l'Ukraine par tous les moyens. C'est-à-dire, ce qui est évidemment le plus visible, c'est l'aspect militaire. Donc la guerre qu'il nourrit en envoyant des armes en grande quantité, en laissant passer des volontaires à travers la frontière, voire en amenant ses propres troupes sur place pour participer, puisqu'on sait que l'offensive de Debaltseve a été menée directement par des troupes russes qui ont mené l'assaut. Sans cela, les séparatistes n'arrivaient pas tout seuls, par les moyens de leurs milices, qui sont déjà assez importantes, mais tout seuls, ils n'arrivaient pas à prendre Debaltseve. L'armée russe est intervenue. Donc Vladimir Poutine mène la guerre, alimente la guerre, mais il mène aussi une offensive diplomatique, une offensive économique, en jouant sur le prix du gaz, en réclamant les remboursements de crédits de façon anticipée, pour essayer de fragiliser la situation en Ukraine. Et puis aussi une offensive médiatique, parce que les médias russes jouent un rôle très très important dans ce conflit, pour contribuer à dresser les Ukrainiens les uns contre les autres. Enfin, ils jouent sur les méfiances qui existaient. Il les alimente, il les monte en épingle de façon à créer une brèche entre les Ukrainiens et essayer de les opposer les uns aux autres, et de transformer ce qui était une méfiance ou une incompréhension en véritable guerre. Donc on voit bien qu'il mène une offensive généralisée. Dans quel but ? Eh bien, je crois que son but, c'est en fait, il veut déstabiliser le gouvernement ukrainien qui s'est mis en place après la Révolution, parce qu'il voudrait faire advenir en Ukraine un gouvernement qui serait beaucoup plus favorable à ses intérêts. Et en particulier, c'est un petit peu ce qu'on avait vu en Géorgie, une guerre, puis ensuite une guerre économique, après la guerre de 2008, pour déstabiliser le gouvernement géorgien et faire advenir en Géorgie un gouvernement qui, lui, était beaucoup plus favorable aux intérêts russes. Donc ce que veut Vladimir Poutine en Ukraine, c'est ramener l'Ukraine dans le giron de la Russie, dans une relation étroite, qui ne peut être qu'une relation de sujétion, puisque c'est comme ça que Vladimir Poutine comprend la reconstitution de l'espace euro-asiatique. Il veut en quelque sorte reconstituer l'URSS, si on veut le dire d'une façon un peu rapide. Où en est-on aujourd'hui des aspirations portées par le Maïdan ? Oui, c'est vrai que la guerre a un peu occulté et rendu, renvoyé à notre temps les aspirations qui étaient celles des manifestants du Maïdan. Mais à l'origine, il faut se souvenir que cette insurrection populaire qui a commencé à Kiev en novembre 2013, elle avait pour but de dire que l'Ukraine voulait échapper à l'emprise de la Russie, mais aussi faire advenir en Ukraine un état de droit et lutter contre la corruption. En fait, les Ukrainiens voulaient une sorte de normalisation. Ils voulaient sortir définitivement de la période soviétique pour devenir un pays européen normal, on peut dire. Et malgré tout, malgré la guerre, la société civile continue à être très active en Ukraine, et à réclamer ces changements et à faire pression sur le pouvoir qui s'est mis en place
après la Révolution. En particulier, il demande le vote d'une grande loi de lutte contre la corruption, la création d'un bureau anticorruption, et un certain nombre de ces aspirations sont entendues, puisque le bureau anticorruption va voir le jour, il est en train d'être constitué, donc il s'agit d'un parquet spécial qui aura des pouvoirs d'investigation pour toutes les affaires financières et qui ira essayer de nettoyer un peu les pratiques des oligarques ukrainiens qui, eux, sont toujours là et ont survécu à la Révolution.